Bonjour à tous, je suis le docteur Nadir Tafer, responsable de l'unité d'anesthésie-réanimation des cardiopathies congénitales ici au CHU de Bordeaux. Donc, je vais essayer de traiter en 1 heure l'assistance ou les assistances circulatoires en cardiologie pédiatrique et congénitale. Donc, on ne va pas rentrer dans les aspects techniques et tout, mais c'est juste essayer de situer cette thérapeutique-là dans la prise en charge des patients pédiatriques qui ont ces cardiopathies congénitales. Donc, je vais suivre un plan relativement simple. On va parler juste un peu d'épidémio pour essayer de situer les besoins en assistance dans le monde de la pédiatrie d'une façon globale et de se concentrer un tout petit peu sur le choc cardiogénique. Et dans le choc cardiogénique, donc, il y a les indications dans un contexte médical, je les sépare comme ça. Il y a le contexte médical et le contexte chirurgical. Donc, pour parler simplement, le contexte médical, ça va concerner essentiellement les cardiomyopathies dilatées et les myocardites, essentiellement. Et dans le contexte chirurgical, c'est tout ce qui est défaillance cardiaque post-cardiotomie, donc périopératoire. Donc, en épidémio, on a la chance d'avoir ce registre nord-américain, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'ELSO, qui est pour reprendre un tout petit peu d'historique, les premières ECMO qui ont été implantées dans le monde, ça a été sur de la pédiatrie, c'était Bartlett et c'est Boston. Et à partir de là, il y a eu tout un registre qui a été mis en place où ils colligent un peu à l'anglo-saxonne tout ce qu'ils font. Et ils ont un registre qui est quand même assez bien étoffé, assez bien renseigné, avec tous les centres qui font de l'assistance circulatoire, qui ont droit d'intégrer ce registre et de renseigner leurs assistances. Donc, il y a des assistances européennes qui sont colligées dans ce registre-là. Et forcément, il a une sensibilité plus pédiatrique qu'adulte. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de biais lié à un effet centre qui fait qu'on a beaucoup d'assistances pédiatriques qui sont renseignées. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de volume d'assistance pédiatrique que d'assistance adulte. Voilà, donc ça donne, mais ça permet simplement d'avoir une photographie globale. Vous voyez sur cette diapo, sur les assistances néonatales, dans la pédiatrie, l'activité d'assistance concerne d'une façon majoritaire la néonatologie. Et en grande partie, des indications respiratoires, pulmonaires, c'est l'hypertension persistante, c'est l'inhalation méconiale essentiellement. Les assistances circulatoire cardiaque, vous voyez, c'est pour la néonate, ce qu'on voit dans ce registre, vous voyez, c'est du cumulé, hein, donc on a 32 000 assistances respiratoires pour 8 000, donc on a un quart de cette assistance circulatoire pour 3 quarts d'assistance pulmonaire. Le CPR, c'est l'arrêt cardiaque, donc c'est une indication qui est plus restreinte. On trouve toujours cet écart, il a tendance à diminuer quand on sort de la néonatologie, quand on rentre dans la catégorie pédiatrique. On a plus d'assistance cardiaque circulatoire que d'assistance liée à des indications respiratoires. Donc, ça vient de les difficultés d'adaptation des nouveau-nés à la vie extra-utérine sur l'inhalation méconiale essentiellement. Et on voit aussi chez l'adulte, il y a cet écart qui est également réduit. On a globalement autant d'indications respiratoires que cardiaques, sachant que ce registre-là, il est biaisé par un effet de renseignement du registre. Ce qui est également intéressant à voir, c'est la colonne de droite, c'est la survie, qui globalement approche les 50%. Après, ça reste du global. Hein. Si on s'intéresse aux étiologies du recours aux assistances chez les nouveau-nés sur les assistances circulatoires, hein, donc là je me consacre simplement au circulatoire. Les principales causes, ça reste les cardiopathies congénitales. Et dans une moindre mesure, on a les cardiomyopathies dilatées et les myocardites. Un petit mot sur justement ces assistances néonatales. Toujours, tout ça, ce sont des papiers qui sont extraits. C'est l'équipe de Boston qui publie énormément dessus, puisqu'ils ont ce registre-là qui sont renseignés. Donc, ils exploitent toutes les données. Donc là, pour avoir un autre point de vue sur ces assistances-là, sur ce recueil de 230 centres nord-américains sur une période de 5 années,
On voit que les étiologies des assistances sont, voilà, un tiers c'est des cardiopathies congénitales, un cinquième c'est de l'inhalation méconiale et un autre cinquième c'est l'hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né. Un élément important dans ce recueil-là, dans ce papier-là, c'est la morbidité neurologique sur lequel je vais prendre juste une petite parenthèse. On a 20% de morbidité neurologique sur les assistances néonatales, ce qui est quand même assez élevé comme niveau, comme taux de complication. Ce qui est retenu dans l'analyse de ce papier-là comme facteur de risque de morbidité neurologique, c'est la prématurité et le poids. Donc, bon, après, c'est une évidence, hein. Plus l'âge gestationnel est bas, plus le risque de complications neurologiques est élevé en raison de l'immaturité de la membrane hémato-encéphalique. Et le poids pour des considérations techniques, hein, ça va un peu avec. Donc, globalement, quand on veut poser une assistance, quand il y a une indication théorique d'une assistance chez un nouveau-né, on est toujours confronté à cette limite, même si les limites, elles sont faites pour être repoussées, mais on sait qu'on essaie de garder ces cut-off-là de 34 semaines d'âge gestationnel et d'un poids de 2 kg. Et ceci s'explique par la perte d'autorégulation, la perte de la pulsatilité, le caractère inflammatoire des nouveau-nés, le sepsis, tout ça fait le lit des complications neurologiques. Donc l'assistance, c'est bien, mais il faut savoir que ça comporte quand même un risque neuro qui est loin d'être négligeable. Après, ça renvoie à une autre problématique. On va en parler quelques diapos après. Les complications neurologiques, ces 20%, ne sont pas spécialement imputables à seulement l'immaturité et le petit poids de ces nouveau-nés. Je pense qu'ils sont aussi imputables à un retard d'indication. Je m'explique. Il y a une problématique d'accessibilité à la technique de l'assistance. Tous les centres ne la proposent pas, tous les centres de pédiatrie, tous les centres où il y a des maternités d'un haut niveau, il n'y a pas forcément des unités de réanimation pédiatrique qui peuvent proposer l'assistance. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ce qui fait le lit de la complication neurologique, d'ailleurs on le voit, hein, les complications neurologiques, elles sont essentiellement hémorragiques. Et les complications hémorragiques, elles sont découverte après la mise en place de l'assistance, avec l'anticoagulation qui est nécessaire à la mise en place de ces assistances. Donc, il est licite de penser que le retard de mise en place de l'assistance, quand on met une assistance, on est dans des situations d'hypoxie ou de bas débit, donc avec une souffrance neuronale qui est déjà présente. Plus cette souffrance neuronale va durer, plus quand on va les mettre sous assistance, plus il peut y avoir un risque de remaniement hémorragique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, si on mettait les assistances plus tôt et qu'on posait les indications d'une façon plus anticipée, peut-être qu'on aurait un effet sur cette morbidité neurologique. Et ça renvoie à toute la complexité de cette technique-là et de l'offre de soins du traitement qui est l'assistance circulatoire pédiatrique, qui n'est pas disponible dans tous les centres. Si on parle que du territoire français, c'est une technique qui n'est pas disponible dans tous les centres. Bon, on va y revenir juste tout à l'heure sur une carte. Donc, je continue les indications d'assistance circulatoire quand on sort de la néonatologie. On garde les cardiopathies congénitales comme tête de gondole, mais on a les cardiomyopathies et la myocardite qui commencent à gagner du terrain en termes d'indications. Et plus on avance, plus cet écart-là se réduit. Ça vous donne... C'est toujours pareil, Boston avec tout ce qui. Donc là, on a un effet, le nombre d'assistances néonatales sur choc cardiogénique depuis le début de ce registre, depuis le début où on collige ces assistances, et on voit que le nombre annuel d'assistances qui sont posées est en croissance permanente.
parce que c'est une technique qui est de plus en plus maîtrisée, de plus en plus proposée, et tous les centres essaient de plus en plus de se structurer pour proposer cette technique-là. Et on voit, ce qui est intéressant de savoir, c'est retenez ce chiffre en termes de survie, c'est la courbe rouge là qu'on voit au milieu qui est peu ou prou pas loin de 50%. Elle a tendance à s'améliorer un peu, mais c'est une légère tendance. On n'a pas une amélioration spectaculaire du pronostic. Donc, on peut dire qu'il y a 50% de mortalité, mais il y a 50% qui sont sauvés grâce à cette technique. Donc, retenez assistance, même chez les nouveau-nés, sur du choc cardiogénique, on a une survie qui est autour de 50% avec des variations selon les centres et selon voilà. Ce qui permet d'améliorer les résultats, c'est la maîtrise de la technique, et la maîtrise de la technique dépend du volume d'utilisation de cette technique. Et comme c'est un domaine qui est relativement confidentiel dans la population générale en termes de gravité, donc tous les centres ne le proposent pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça, c'était pour la partie épidémio. Donc là, je vais passer à la deuxième partie où on va rentrer un peu dans les deux pavés d'indications du choc cardiogénique. Donc la première, c'est les indications médicales, et ensuite je finirai par un mot sur les indications entre guillemets chirurgicales. Donc l'épidémio de l'insuffisance cardiaque aiguë chez les enfants, en dehors du contexte chirurgical, hein, vous voyez, la principale cause de ces insuffisances cardiaques, ça reste les cardiomyopathies essentiellement dilatées. Quand on voit ce qui est, c'est pas loin de 50% des causes d'insuffisance cardiaque aiguë qui vont évoluer pour certaines, pour une grande partie d'entre eux, vers le choc cardiogénique, et qui vont nécessiter justement le recours à une assistance. Et on a derrière les myocardites sur ce registre-là. Donc, c'est pour ça que je me consacre essentiellement sur ces deux entités, cardiomyopathie et myocardite. Un petit mot sur la prise en charge thérapeutique du choc cardiogénique ou de l'insuffisance cardiaque aiguë. Bon, j'ai pris ce papier, c'était une conférence d'experts, c'est des recommandations d'experts francophones qui ont situé un peu les différentes thérapeutiques. On a bien sûr en première ligne tout le traitement inotrope, Dobu, Milrinone. Ils ont situé la Dobu en première intention, la Milrinone rapidement derrière. Le Levo, il a été placé, le lévocimendant, il a été placé suffisamment tôt. De la Noradré, de l'Adré. Et puis, en troisième intention, il y a l'assistance circulatoire. Donc ça, c'est un peu le schéma un peu générique de la prise en charge du choc cardiogénique. Le message que j'aimerais vous faire passer, c'est ça. Si on doit dire quel est le meilleur agent inotrope, quelle est la meilleure stratégie médicale avant d'avoir recours à l'assistance, ben, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. C'est des espèces de guerres de chapelle, de guerres d'école, des croyances de centre. Il y a des level believers, il y a ceux qui ont plus d'obus, alors qu'il y a plein de centres sur la cardiopédiatrie qui utilisent plus le chorotrope. Je pense que le débat, il n'est pas là, parce qu'il n'y a aucune, depuis le temps qu'il y a des études, ça fait, si vous renseignez, si vous requêtez sur PubMed, choc cardiogénique et inotrope, la littérature, elle foisonne, elle déborde sans aucune conclusion claire sur quel est, si on doit poser la question, quel est le meilleur agent inotrope, il n'y en a pas. Voilà. Tous les agents inotropes, encore une fois, je sors les guillemets, tuent. Parce que quand on a besoin d'avoir recours à un inotrope, c'est que la situation est quand même un peu mal engagée. Donc, en revanche, il y a des bons utilisateurs et de mauvais utilisateurs d'inotropes. Ça, moi, j'en suis persuadé. Si on ne peut pas affirmer qu'il y a un bon ou un mauvais inotrope, mais en revanche, demander à des inotropes de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire sauver des malades, ben, il ne faut pas trop insister. Dans le sens, enfin, je ne dis pas que les inotropes sauvent pas des malades, mais quand on force les doses et quand on va à des doses parfois inavouables de support inotrope, de doses d'adré, de noradré ou de dobu, c'est ça, à mon sens, l'erreur dans laquelle il faut pas persister. C'est-à-dire, dès qu'on atteint un certain seuil qu'on considère où on n'arrive pas à maîtriser la situation, il faut orienter la prise en charge thérapeutique vers une assistance circulatoire.
Parce que ça, on sait que l'assistance circulatoire permet, en tout cas en aigu, de temporiser, de gagner du temps, et voire même à terme d'accélérer, en tout cas de permettre une récupération myocardique lorsque celle-ci est possible, en assurant une décharge des cavités myocardiques, en améliorant la perfusion myocardique et permettre d'accélérer une forme de réhabilitation myocardique. Donc, situer l'assistance relativement tôt par rapport à tout ce qu'on peut faire, parce que, et encore une fois, je pense que si vous devez retenir le message clé de la présentation, c'est ça. Il ne faut pas que l'assistance arrive trop tardivement dans le processus de prise en charge. Et ça, au fait, c'est également biaisé par le recours, par la possibilité de recourir à ces techniques. Parce que des fois, quand on n'a pas l'assistance facile dans notre centre, on a justement tendance à vouloir forcer les inotropes, à monter les drogues et à faire le maximum. Et au fait, on va droit dans le mur finalement. Et je pense que la bonne réflexion, c'est ça. C'est comment c'est que l'accessibilité de la technique est complexe, qui a besoin parfois d'un délai pour transférer. Si on est, vous voyez la carte en bas à droite, les points bleus, ce sont tous les centres M3C. C'est tous les centres où il y a de la cardio, où il y a de l'expertise cardiopédiatrique. Et les centres en rouge, ce sont tous les centres où il y a de l'invasif chirurgical, où il y a de la chirurgie cardiaque congénitale pédiatrique. Donc, on peut imaginer que les centres qui peuvent proposer de l'assistance circulatoire, ce sont les centres où il y a de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc, vous voyez, le maillage du réseau, il est un peu clairsemé, mais pour autant, par zone, par région, je pense que la responsabilité des centres dans ces régions-là, c'est de se structurer en réseau et de mettre en place des protocoles. Soit les centres-là en rouge ont des unités mobiles d'assistance, comme c'est le cas chez nous, donc on essaie de proposer, on se déplace justement sur toute la Nouvelle-Aquitaine, sur toute la grande région, même parfois au-delà pour aller. En fait, on se déplace avec un chirurgien perfusionniste et analyste réanimateur dans ces centres-là pour mettre l'assistance et rapatrier le malade assisté. Mais tous les centres ne proposent pas cette unité mobile d'assistance. Donc, c'est aux autres centres de s'organiser et d'intégrer dans leur algorithme de prise en charge ce délai de transfert et se dire, si j'ai mon malade qui est en train de s'aggraver et que j'ai tendance à monter le support inotrope d'une façon trop importante, peut-être prendre contact avec le centre qui peut mettre l'assistance, mais ça ne se décide pas le dimanche à 1h du matin. Ce sont des réseaux qui se structurent en région en disant que voilà, pour ces patients-là, ce serait bien de les rapprocher avant qu'il y ait l'arrêt cardiaque. Parce que quand il y a un arrêt cardiaque, là, l'assistance, c'est cuit. Pareil, une petite parenthèse sur le CPR, c'est sur la réanimation de l'arrêt cardiaque. Et quand on doit mettre une assistance sur un arrêt cardiaque, il faut que le malade soit reperfusé en moins d'1 heure. Donc ça, c'est possible que si l'arrêt cardiaque survient dans votre unité de réanimation où vous pouvez mettre de l'assistance. Nous, quand on a un arrêt cardiaque dans notre réanimation, au meilleur moment de la journée, on peut mettre une assistance. Le meilleur moment pour mettre une assistance en urgence, c'est 18 heures. Parce que les équipes sont encore là, le programme opératoire est en train de se terminer, est en train de s'alléger, donc il y a des ressources qui sont disponibles. Donc c'est le meilleur moment pour mettre une assistance très rapidement, et même quand ça arrive à ce moment-là, le record qu'on ait fait, c'est 35 minutes. C'est-à-dire au moment où on donne le top et le malade reperfusé sous ECMO, c'est 35 à 40 minutes. Donc, quand il y a un arrêt cardiaque hors de la structure, même si c'est dans un autre hôpital, quand on a un arrêt cardiaque ici dans l'autre hôpital à Pellegrin et qu'on nous appelle pour mettre une assistance, ben on est hors délai. Parce que le temps d'arriver et de mettre l'assistance de la brancher, on est au-delà d'1 heure. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on a dans un centre de cardiopédiatrie ou de pédiatrie n'importe où, et quand on a un patient qui a une cardiomyopathie dilatée qui commence à décompenser, ou un bébé qui arrive avec un tableau de myocardie qui commence à décompenser, qu'on commence à stabiliser avec un support inotrope, mais qu'on sent qu'on n'arrive pas à le stabiliser d'une façon pérenne, durable, mais il faut que le réseau de mise d'une assistance soit déjà structuré pour pouvoir soit le transférer, ou s'il y a une unité mobile d'assistance, c'est encore plus sécure, c'est de faire venir l'unité mobile d'assistance pour mettre. Donc tout ça, ce sont des protocoles avec des procédures d'appel qu'il faut mettre en place. Donc il y a énormément de travail d'anticipation pour proposer ce traitement. Ce n'est pas comme une intubation où on peut faire ça n'importe où, une assistance, tous les centres ne peuvent pas le faire.
quand on est dans ce contexte non chirurgical, le type d'assistance, là, c'est juste quelques points d'initiation sur le côté technique. Un bébé, pour des raisons d'accès vasculaire, on ne cannule pas les bébés en fémoral. Une assistance périphérique, donc une assistance périphérique par opposition à une assistance centrale, c'est lorsque les cannulations, elles sont médiastinales, c'est-à-dire dans le cœur, directement, dans l'aorte et dans l'oreillette. Ça, c'est l'assistance qu'on met en post-cardiotomie parce qu'on est sous sternotomie, on a fini la chirurgie, on a besoin d'assister. On est souvent sur un mode d'assistance qui est central. Mais un patient qui vient pour une myocardite ou une cardiomyopathie qu'il faut assister, la cannulation, elle est dite périphérique, donc on cannule les vaisseaux par voie périphérique. Et la cannulation chez les bébés, allez, on peut pousser jusqu'à 25-30 kilos. Généralement, l'assistance, elle est jugulo-carotidienne. Et pour cannuler, rien que sur le côté technique, il faut avoir un chirurgien vasculaire pédiatrique, enfin un chirurgien cardiaque pédiatrique, pour pouvoir, vous voyez, la taille des vaisseaux jugulo-carotidiennes. Donc, pour les cannuler, il y a un risque qui n'est pas négligeable, qui est au niveau technique. Et une fois qu'on décannule, il faut reconstruire aussi la carotide. Donc, c'est un vrai geste chirurgical d'experts. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui illustrent justement l'expertise qu'il faut avoir pour proposer ce type de technique. Donc, qu'en est-il de l'assistance circulatoire justement dans ces indications-là de cardiomyopathie et de myocardite? Donc, il y a une littérature récente, toujours notre ami Ravi Tyagarajan de Boston. Vous voyez, le choc cardiogénique qui nécessite la mise en place d'une assistance chez les myocardites ou les cardiomyopathies dilatées, globalement, vous voyez, l'incidence, c'est à peu près un tiers. Un tiers des cardiomyopathies dilatées ou des myocardites finissent par une assistance, en tout cas dans ce qui est recueilli dans ce registre-là. Avec un pronostic qui est relativement, j'allais dire, assez stable pour la cardiomyopathie dilatée avec une survie qui est supérieure à 50%. Pour les myocardites, c'est assez variable selon la sévérité du tableau de la myocardite. Vous voyez, là, il y a deux papiers où il y a une série où la survie est à 20% et l'autre, elle est autour de 83%. C'est ce que vous connaissez tous dans les tableaux de myocardite. Les myocardites fulgurantes. C'est un petit private joke avec notre interne. On a eu un tableau récemment où, où on a un pronostic de certaines myocardites qui est excellent avec une récupération qui est quasi d'intégrant, mais il y a d'autres myocardites qui sont parfois d'un pronostic qui est assez mauvais. Donc justement, j'en avais profité, c'était une présentation que j'avais faite il y a 2 ans sur un peu la thématique au Congrès national de chirurgie cardiaque où j'avais fait un peu la revue sur la myocardite et j'avais redécouvert un peu la myocardite sur le caractère histologique. Bon, je vous passe le rehaussement tardif, l'IRM sur le diagnostic, l'évolution qui est souvent, heureusement, n'évolue pas toujours vers le choc cardiogénique. Et parmi celles qui évoluent vers le choc cardiogénique, il y a 3 entités histologiques avec un pronostic qui est quand même assez hétérogène. Vous voyez à droite les myocardites à éosinophiles et les myocardites à lymphocytes, elles ont un pronostic qui est relativement bon avec un taux de mortalité qui est relativement faible, et on voit que la mortalité sur les gigontocellulaires, il est quand même assez effroyable, assez mauvais, et c'est celles-là qui grèvent le pronostic des myocardites. Ça renvoie à la question, faut-il faire des biopsies chez les myocardites? On ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, ce n'est pas le projet. Nous, on n'en fait pas, mais je sais qu'il y a certains centres, en tout cas chez les adultes, il y a certains centres qui commencent à en faire pour justement essayer de faire la part des choses pour diagnostiquer ces myocardites gigontocellulaires chez qui il y aurait une implication thérapeutique qui est un traitement immunosuppresseur, parce que souvent, ces formes anapathes sont l'apanage d'un terrain particulier où il y a une forme de déficit immunitaire, quel qu'il soit, qui est associé. Donc, il y a une thérapeutique, il y a un terrain dysimmunitaire, il y a un terrain inflammatoire. C'est les patients qui ont parfois des lymphomes ou des thymomes chez qui on découvre justement ces terrains-là à cette occasion.
il y aurait un intérêt d'un traitement immunosuppresseur, mais je parle au conditionnel. Il n'y a pas suffisamment de data justement pour aller là-dessus, mais souvent, comme on est dans des situations qui sont parfois un peu dramatiques, il est légitime de proposer certaines thérapeutiques, même parfois compassionnelles, parce qu'on essaie de tenter le maximum. Donc, il y a cette entité-là. Bon, encore une fois, ce n'est pas le sujet de la myocardite, mais c'est juste, ça explique un peu la disparité du pronostic de certaines myocardites, du choc cardiogénique de certaines myocardites, où on n'arrive pas. Mais en tout cas, il est toujours intéressant, a posteriori, si ça arrive dans les centres, pour avoir encore plus de données, d'avoir des biopsies, même post-mortem, enfin des autopsies, pour avoir une idée un peu plus précise de ces tableaux histologiques. Donc, les myocardites, pour essayer de synthétiser, si on est face à une myocardite avec un choc cardiogénique, il faut espérer qu'on est sur le versant lymphocytaire ou éosinophile tel que c'est décrit sur la revue précédente, où la récupération est souvent la règle, avec un pronostic qui est quand même relativement bon. Et là, il faut mettre justement, c'est typiquement les situations où il ne faut pas trop tarder, quand il y a des indications d'assistance, il ne faut pas trop repousser l'échéance, parce que justement, le caractère inflammatoire du muscle cardiaque pour avoir une récupération qui soit accélérée ou favorisée, la diminution de la pression transmurale myocardique est un élément clé au niveau de la récupération. Donc, le fait de les décharger par une assistance, c'est un élément favorable, je pense, dans le pronostic de ces entités. Donc, myocardite, assistance temporaire, je ne parle pas d'assistance longue durée. Assistance longue durée, c'est les Berlin-Heart, c'est les cœurs artificiels pédiatriques. C'est assez invasif, c'est lourd. Donc, en première intention, myocardite, où on a un pronostic qui est relativement favorable, c'est une assistance courte durée, assistance circulatoire, donc type ECLS et extracorporel life support, avec une récupération qui est souvent la règle. Et si jamais il n'y a plus de récupération, il est toujours temps de changer de fusil d'épaule et d'aller vers un programme de traitement de l'insuffisance cardiaque terminale, un programme de transplantation et d'assistance longue durée. Donc, en gros, on va aller, voilà. Donc, il y a toujours dans ce papier, il reparle un peu de l'immunothérapie, mais il n'y a pas suffisamment de data pour justement les proposer. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Je pense que dans votre cursus, il y a toutes ces questions qui sont traitées et ce n'est pas l'objet du cours du jour. Les cardiomyopathies. Les cardiomyopathies, c'est l'étiologie la plus fréquente pourvoyeuse de choc cardiogénique dans le contexte médical. Et vous voyez, là, on est plus dans une logique. Quand on a une cardiomyopathie, c'est l'évolution de la maladie qui va vers une insuffisance cardiaque terminale. Donc, on n'est pas dans une stratégie d'assistance temporaire, on est plus dans une logique d'assistance longue durée. Plus ou moins transplantation, avec toutes les difficultés et les répercussions que ça peut avoir. Et vous voyez dans ce rapport-là, dans ce papier, on voit là l'état clinique, c'est là en l'occurrence, on n'est pas dans du suraigu comme une myocardite. Donc, ce sont des entités nosologiques qui sont connues des services, avec une prise en charge de ces cardiomyopathies qui font décompensation sur décompensation. Donc, on a le temps de voir venir les choses. C'est pour ça qu'on voit que le tableau de présentation, au moment où on met une assistance chez ces patients-là, le choc cardiogénique représente un tiers. Les autres, la moitié, c'est une dégradation progressive de l'état circulatoire du patient qui devient de plus en plus dépendant des cures d'inotropes, il y a un taux de réhospitalisation et de décompensation qui devient de plus en plus fréquent. Et là, on se dit, on va vers, en fait, on a des indicateurs, on a des scores. C'est pour l'assistance circulatoire adulte, c'est Intermax. Il y a la même chose pour la pédiatrie, c'est Pedimax, mais qui tient compte justement de ces paramètres-là. Hein. C'est le recours au support inotrope, c'est les décompensations régulières. Donc, il y a état stable, c'est un score. Hein. Il y a état stable, il y a état décompensation régulière, support inotrope, réfractaire au support inotrope
et pour arriver à la fin au choc cardiogénique. Donc, on est dans ces situations où on a le temps de se préparer pour préparer la famille, l'équipe pour une stratégie d'assistance. Et vous voyez, là, on parle, le device dans ces cas-là, c'est du VAD, c'est Ventricular Assist Device. LVAD, c'est pour left. RVAD, c'est pour right. Et BVAD, c'est quand on assiste les deux ventricules. Donc, et vous voyez que essentiellement, ce sont des décompensations, ce sont des assistances gauche qu'on assure, c'est des monogauches, c'est des assistances que du cœur gauche qu'on réalise. Parfois, on a des BVAD et vous avez une répartition de l'âge, mais là encore une fois encore, la répartition de l'âge, ça c'est nord-américain encore une fois, mais ça dépend des centres, des pays et puis de la philosophie de la transplantation cardiaque, en fait. Mais je pense que Karine en parlera tout à l'heure. En France, on sait que tous les centres ne s'engagent pas dans des programmes de transplantation sur des enfants de moins de 1 an parce que ce sont des programmes très lourds. Ça renvoie à plein de questions d'ordre éthique, d'accessibilité aux greffons, de disponibilité des greffons. Donc, ce sont des programmes de soins qui sont très, très lourds. Ouais. Donc, c'est avec des programmes qui sont très hypothétiques. Et pour autant, ce sont des stratégies thérapeutiques qui sont parfois recevables et qu'on propose quand même malgré tout. Donc, dans ce tableau de cardiomyopathie, il faut avoir aussi des stratégies alternatives parce que, comme vous avez compris, on va vers des programmes généralement de transplantation. Et comme la problématique de pénurie de greffons est là, les complications liées aux ventricules d'assistance d'AVC, ischémique, hémorragique, et quand on implante des cœurs artificiels, donc il y a une problématique hémorragique cérébrale, hein, médiastinale, avec de la polytransfusion. Qui dit polytransfusion dit immunisation, et ça compromet aussi la transplantation future. Donc ce sont des projets de soins ultra lourds et ultra compliqués. Et donc, on y va un peu à reculons et c'est bien de développer des stratégies alternatives pour essayer de repousser l'échéance au maximum. Donc, il y a le cerclage du tronc de l'artère pulmonaire. Je pense que ça a été un peu… Il y a le cours sur l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies dilatées durant votre cours. Moi, je sais que c'est un programme, le cerclage du tronc de l'artère pulmonaire. Et les centres parisiens qui ont notamment Necker, où il y a la plus grosse série qui est pas énorme non plus, mais qui démontre un peu l'intérêt du surclage du tronc de l'artère pulmonaire avec l'effet shift du septum interventriculaire pour essayer de gagner sur le ventricule gauche. Donc ça, c'est une stratégie alternative qui mérite d'être tentée pour essayer de gagner du temps. Et il y a aussi l'autre stratégie alternative qu'on utilise beaucoup chez nous, ce sont les cures répétées de l'évo, parce que le lévocimandant, il a un profil pharmacocinétique qui est assez utile dans ces cas-là, parce que comme vous savez, une cure de lévocimandant, il y a des métabolites, le produit est dégradé en métabolites qui restent actifs, et les métabolites actifs sont présents dans la circulation plasmatique pendant 1 à 2, voire 3 semaines. Donc, il nous arrive, donc là, c'était un peu notre petite série, mais qu'on avait, ça reste une très petite série, mais c'est une stratégie qu'on utilise assez volontiers. Vous voyez, ce sont 6 patients qu'on a tenus pour avec 32 cures pendant près de 2 ans, avec des cures répétées de lévocimandant sans avoir eu recours à l'assistance, et qu'on a greffé au bout du process. Ce sont des patients qu'on inscrit sur liste de transplantation. Karine vient d'arriver, elle va vous en parler mieux que moi, mais chez qui on arrive à tenir pour essayer de repousser l'échéance de l'assistance autant que faire se peut avant d'aller vers la transplantation. Donc voilà, retenez que myocardite, assistance circulatoire, plutôt bon pronostic, sauf pour les formes un peu fulgurantes. Et cardiomyopathie dilatée, donc on est plus dans une logique de défaillance cardiaque terminale qui va aller vers un projet de transplantation, et vu la pénurie de greffons, développer des stratégies alternatives, c'est toujours bon à mettre en place.
Donc, c'est ce que je viens de dire, hein. Donc, les myocardites, on passe pour une assistance circulatoire et généralement, c'est du sevrage, c'est de la récupération sur les cardiomyopathies. Donc, il faut avoir ces stratégies alternatives pour repousser l'échéance du ventricule d'assistance le plus tard possible. Et parfois, on va vers une transplantation. Après, ça n'empêche pas, des fois, une cardiomyopathie dilatée qui fait un choc cardiogénique et on n'a pas le temps d'implanter, parce qu'implanter un Berlin-Hart, c'est une vraie intervention chirurgicale, hein. Donc, ça se prépare, ça s'organise un minimum sur quelques heures, sur un jour ou deux. Mais des fois, on n'a pas le temps et on passe par la case assistance circulatoire avant de revenir sur la mise en place d'un cœur artificiel. Et exactement, il y a certaines, à l'inverse, pardon, il y a certaines myocardites qui en a l'impression que le délai de récupération va être plus ou moins long. Et une assistance circulatoire temporaire, généralement, on peut tenir avec jusqu'à 2-3 semaines avec certaines pompes centrifuges autres, les Centrimag et tout, on peut, qui ont de meilleures conditions rhéologiques. On peut tenir plus longtemps, mais le schéma grossier, c'est un peu ça en termes de stratégie de prise en charge. Voilà, le Berlin-Hart, je vous passe rapidement, vous connaissez, donc ce sont des canules qui sont implantées directement pour le LVAD, vous voyez le ventricule d'assistance gauche, la canule d'admission, elle est mise dans le ventricule gauche, dans la pointe du ventricule gauche, et la canule de réinjection, elle est dans la ascendante. Et pour le RVAD, l'assistance droite, il y a une canule d'admission ou de drainage qui est mise dans l'oreille droite et une canule de réinjection dans le TAP. Donc la machine, jusqu'à maintenant, elle ressemble à ça. Elle est bruyante, elle est lourde, avec une autonomie électrique qui est assez restreinte, aux alentours de 4 à 6 heures. Vous voyez, il y a des tailles différentes de ventricules d'assistance. On part du 10 millilitres à 60 millilitres et on choisit le volume d'assistance selon la surface corporelle et le débit théorique qu'on doit assurer chez ces patients-là, avec des valves mécaniques pour les plus volumineux et des valves en silicone pour les plus petits. On a une évolution récente de la machine qui est un peu plus ergonomique, qui est moins lourde, qui est moins bruyante, avec plus d'autonomie, qui est commercialisée déjà en Europe, notamment en Allemagne. En France, on n'a pas encore, elle n'est pas encore. Celle-là, elle est remboursée, mais la nouvelle, elle ne l'est pas encore parce qu'elle est plus chère. Donc, du coup, il y a des négociations en termes de prix, donc on ne les a pas encore. Parce que ça, il faut savoir que ces patients, quand ils ont, autant les adultes, quand ils sont assistés avec des turbines et tout, en destination therapy ou en bridge transplantation, ils peuvent rentrer chez eux, mais les enfants, c'est un peu plus compliqué de les renvoyer chez eux avec ces machines-là. Donc souvent, quand on leur met des Berlin-Hart, ils restent hospitalisés tout le temps de l'attente. Donc, et avec ces délais d'attente du greffon, en moyenne, qui sont autour, à la fourchette basse, qui sont autour de 6 mois, et en attendant, c'est les derniers à qui on a implanté des Berlin-Hart. On est plus dans un délai d'attente d'une transplantation qui est autour d'1 an. Dernière partie, contexte chirurgical, je vais aller relativement vite, mais en distillant simplement des messages. L'assistance circulatoire dans le contexte du post-cardiotomie, on a démarré avec un peu de décalage. Donc, dans le contexte post-cardiotomie, c'est à la fin d'une réparation chirurgicale, on a un certain nombre de bas débits cardiaques. En gros, le contexte, c'est celui-là. Donc, on doit se poser la question de mettre oui ou non une assistance, ou on aura envie de sortir le malade avec un support inotrope parce qu'on est de bons réanimateurs et qu'on est fort et on se croit capable de tout. Et c'est exactement la même logique que ce que je disais tout à l'heure en termes d'anticipation de recours à l'assistance. Sauf que là, dans le contexte chirurgical, on n'a pas l'excuse de dire qu'on est loin d'un centre de chirurgie cardiaque. On est dedans. On est dedans, donc il faut avoir cette réflexion. Déjà, la première chose, il faut éviter que ça arrive. Donc, c'est toutes les règles de bonne pratique de protection myocardique, de bien préparer les malades. Il faut savoir qu'il y a certains malades qui vont avoir plus recours à une assistance en post-cardiotomie. C'est typiquement l'Al-Kappa qui est en choc cardiogénique avant même qu'on l'opère. Lorsque l'Al-Kappa est diagnostiqué sur un tableau d'insuffisance cardiaque, là, on va rentrer, on va opérer le bébé de son Al-Kappa avec un VG qui est déjà défaillant. Le clampage ne va pas spécialement l'améliorer. Donc, à la sortie, il est probable qu'il y ait besoin de mettre en place une assistance. Donc, il y a certaines pathologies où on sait d'emblée qu'il y a
peut être une nécessité. Le switch artériel avec des anomalies coronaires assez complexe également. Donc, tout ça, la case assistance circulatoire post-cardiotomie, on va l'activer plus dans des terrains qui prédisposent à cela. Et ensuite, il y a toutes les règles de bonne pratique. C'est plus la réparation est longue, plus le clampage est long, plus on va avoir de la défaillance post-cardiotomie potentielle. Les erreurs techniques, les défauts de cardioprotection, et puis le fait d'être un peu pressé en fin de procédure et de sevrer la CEC trop rapidement. Donc là, c'est souvent pas un bon plan. Il faut savoir prendre le temps de sevrer les CEC parce que souvent il suffit d'un quart d'heure ou 20 minutes d'assistance tranquille en fin de procédure pour qu'il y ait suffisamment de récupération myocardique afin de pouvoir sortir le bébé de CEC sans trop de difficultés. Et les lésions résiduelles. Les lésions résiduelles, voilà, encore une fois, ça peut paraître trivial. Un patient bien réparé, c'est toujours plus facile. Cela va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Assister un patient avec des lésions résiduelles, c'est voué à l'échec. Voilà. Donc, il faut, quand il y a une lésion résiduelle significative, il faut savoir faire le diagnostic en péropératoire, quitte à reclamper et puis quitte à ressortir sous assistance derrière parce qu'on a reclampé encore une fois. Mais au moins, si la réparation, s'il n'y a pas de lésion résiduelle significative, on sait qu'il y a de fortes chances de récupérer la situation et de sauver la situation. Je vous passe toutes les stratégies thérapeutiques, c'est ce que je viens de dire, hein. C'est un peu le principe, c'est anticiper le LCOS, c'est Low Cardiac Output Syndrome, c'est le syndrome de bas débit cardiaque post-cardiotomie où toutes les stratégies sont bonnes à mettre en place pour essayer d'atténuer tous ces effets. Et ensuite, la logique, c'est quand on est une Alcapa ou une transpo avec une forme coronaire complexe, par exemple, une fois qu'on a fini l'intervention, qu'on a déclampé, il faut respecter beaucoup de choses. Il y a plein de prérequis qu'il faut cocher, qu'il faut assurer. C'est pas de troubles ioniques, pas de troubles rythmiques, pas de troubles conductifs. Il faut gérer tous ces aspects-là. Un niveau d'hémoglobine pour un transport en oxygène qui soit optimal, une ultrafiltration, tout ce qui peut avoir un effet sur l'inflammation myocardique, sur l'inflammation générale liée à la circulation extracorporelle, liée à la chirurgie cardiaque. Il faut avoir essayer d'optimiser tous ces éléments-là. Et ensuite, on évalue la situation selon le support inotrope qu'on va mettre. Alors, encore une fois, je vais reprendre exactement le même discours que tout à l'heure. On va mettre un support inotrope. Et l'idée, c'est de ne pas se dire bah, je vais le sortir coûte que coûte, donc et monter le support. Voilà. Pour faire simple, en pratique, on aime bien, en tout cas dans notre centre, ce qui est un peu le cas dans pas mal de centres de chirurgie cardiaque pédiatrique, voire néonatale, où on fait un espèce de combo adré-corotrope, de l'adré 0,05 gamma, corotrope 0,5 gamma. C'est un peu le minimum syndical dans les situations où il y a besoin de recourir aux inotropes. Mais parfois, on est amené à augmenter. Mais vous voyez, dès qu'on atteint 0,1 d'adré, on essaye de se dire, bah, si on a besoin d'augmenter plus, c'est qu'il y a besoin probablement de mettre une assistance. Ou voire même, avant de mettre une assistance, c'est les premiers niveaux d'assistance, c'est la fermeture sternale retardée, c'est de sortir les bébés sans fermer le sternum et les fermer secondairement. Mettre toutes les stratégies pour gérer tous ces œdèmes, toute cette inflammation, avec une stratégie agressive en termes de déplétion hydrosodée, avec d'épuration extra-rénale, la dialyse péritonéale. Et une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on est toujours, et bien entendu l'échographie, le TO, une fois qu'on est toujours avec une défaillance myocardique qui est quand même assez présente malgré tout ça, il ne faut pas jouer au super-héros, vaut mieux mettre une assistance et on sait qu'au bout de 2, 3, 4 jours, les choses vont récupérer, en tout cas suffisamment pour sevrer l'assistance. Voilà.
Donc, je vous passe exactement le même discours que tout à l'heure. Le support inotrope, il n'y a pas de support inotrope qui a prouvé son efficacité plus qu'un autre. Et encore une fois, il n'y a pas de bon inotrope, mais je pense qu'il y a de bons et de mauvais utilisateurs d'inotropes. Les indications, c'est ce que je viens de dire. Je vais essayer de passer rapidement. Maintenant, quel type d'assistance? Je vous ai montré tout à l'heure la cannulation périphérique sur les indications médicales parce que là, on ne va pas ouvrir le sternum chez un bébé qui a une myocardite ou une cardiomyopathie, c'est un peu lourd. Quand on est en chirurgie cardiaque, on est sur le cœur, le sternum ouvert, donc la facilité, c'est de mettre une assistance centrale. Il arrive malgré tout parfois de préférer une assistance périphérique pour d'autres raisons. Lorsqu'on a une défaillance pulmonaire associée et pour des raisons de technique réanimatoire post-opératoire, on a besoin de mettre le bébé en décubitus ventral. L'exemple, c'est le retour veineux pulmonaire normal total, vraiment décompensé en préopératoire avec un œdème pulmonaire hémorragique où on a une problématique pulmonaire également présente. Celui-là, on va parfois sciemment préférer fermer le sternum, mettre une assistance périphérique pour pouvoir réhabiliter aussi les poumons derrière. Donc, il n'y a pas de recette précise, mais en gros, on a les moyens de… Donc, tout se fait un peu à la carte. La question aussi qu'il faut se poser, faut-il une décharge des cavités gauches? Quand on dit décharge, c'est-à-dire mettre une canule dans l'oreillette gauche pour décharger les cavités gauches lorsqu'on a une défaillance ventriculaire gauche associée. Faut-il assister un ou les deux ventricules? Donc tout ça, ce sont les questions qu'il faut se poser quand on est au moment où on doit décider de mettre une assistance. Donc deux exemples très rapidement de situations cliniques que je vais décliner. Après, ces décisions dépendent aussi… voilà, j'ai un peu répondu, ça dépend du contexte, si on est en chirurgie ou en médecine, de l'accès vasculaire et de la cardiopathie, parce que l'assistance, elle doit s'adapter également à la réparation et à la cardiopathie. Les particularités, un exemple, c'est juste pour vous illustrer le propos. Vous voyez, ça, c'était un rétrécissement aortique critique qui a été opéré. Vous voyez le diamètre de l'anneau aortique qui est fait 3,6 mm. Mais pour vous illustrer, la plus petite canule artérielle aortique qu'on a à disposition, c'est la C-French, c'est celle qui est en bas, et vous voyez les 3,6 mm qu'on voit ici sur ce outil de mesure. En fait, on a un vrai encombrement, on a limite une limite technique pour pouvoir canuler ces VLA. Donc, pour mettre une canule dans l'aorte, c'est difficile parfois. Donc, en périphérie, ça l'est encore davantage. Vous voyez, donc il y a toute cette problématique technique de taille de canule pour pouvoir assister ces nouveau-nés. Donc, parfois, on n'a pas le choix parce qu'on est contraint par des raisons qui sont techniques. Un nouveau-né, également pour vous illustrer un circuit d'ECMO d'un nouveau-né, quand on le miniaturise au maximum, le volume du priming de circuit il tourne autour de 200 millilitres, sachant que la volémie d'un nouveau-né, c'est 80 000 kg à la louche. Pour un nouveau-né de 3 kg, on n'est pas loin de ce même volume, on est autour de 150 millilitres à 180. Et le volume du priming, il est de 200 millilitres, ce qui signifie qu'on a un ratio volémie patient et volume du priming qui est quasiment du 50-50 chez un nouveau-né, comparativement à un adulte qui a une volémie qui n'est pas loin de 4 litres par rapport à un volume de priming qui est autour de 800 millilitres. Vous voyez, le ratio volémie patient et volume priming est très défavorable chez les petits pois, chez les nouveau-nés. Ce qui veut dire que le nouveau-né, on ne peut pas l'hémodiluer. Le priming du circuit, on ne va pas le primer avec un soluté cristalloïde sous peine d'avoir une hémodilution qui va être très mal tolérée. Donc le priming de ces circuits-là, ils sont essentiellement faits avec un mélange de sang et de plasma, avec une répercussion que vous connaissez. Vous connaissez ces images-là de cardiomyocytes adultes et de cardiomyocytes néonatales quand on les compare. Vous voyez à gauche le cardiomyocyte adulte qui est très bien structuré, riche en fibres musculaires, avec un cytoplasme et des structures cytoplasmiques qui sont pauvres, avec un réticulum sarcoplasmique qui est bien structuré, des structures mitochondriales qui sont bien présentes. Et à droite, on a un cardiomyocyte d'un nouveau-né qui est, vous voyez, la pauvreté en myofibrie
et l'importance de structures qui servent à rien, c'est-à-dire tout ce qui est dans le cytoplasme. On a un réticulum sarcoplasmique qui n'est pas structuré, des réserves intracellulaires en calcium qui sont pauvres. Tout ça pour dire que le calcium est un ion qui est très important pour le fonctionnement du cardiomyocyte néonatal. Et quand on démarre une ECMO, une assistance chez un nouveau-né avec un priming au sang, pour les raisons que je viens de vous expliquer, les primings au sang, pour pas qu'ils coagulent, ils sont riches en chélateurs en calcium pour pas qu'ils coagulent. Et donc, le démarrage d'une assistance avec un circuit rempli de sang induit obligatoirement une hypocalcémie brutale chez le bébé. Et quand on démarre l'assistance et qu'on ne fait pas attention à cet élément-là, on induit un arrêt cardiaque quasiment, à cause de l'hypocalcémie qui est induite chez le nouveau-né. Donc, il est important de faire attention à ça et de compenser le calcium au moment où on départ. Donc, il y a certaines particularités qui sont liées au cœur néonatal et aux impératifs liés à la technique en termes d'émodulation. Voilà. Donc, en fait, c'est juste des tips que je vous donne sur la gestion de l'assistance. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans ces aspects-là. Donc, le contexte chirurgical, globalement, on est face à un sevrage de CEC impossible parce qu'on a fait tout bien, mais on a une défaillance myocardique pour plein de raisons, parce que peut-être que on est sur une alcapa et que le bébé est rentré ou le nouveau-né est rentré déjà défaillant au bloc opératoire. La chirurgie, la réparation a été plus ou moins complexe, la durée de clampage a été plus ou moins longue. Si en plus on a un peu de défaut de cardioprotection, ben, ça n'arrange pas les choses. Donc là, on va décider de mettre une assistance. Voilà, comme je vous ai dit, parfois on peut préférer une assistance périphérique pour d'autres considérations, mais la règle généralement, c'est une assistance centrale. Et traquer la lésion résiduelle, ça c'est un message clé. Quand vous êtes dans un centre où il y a de la chirurgie cardiaque et que vous intervenez justement au bloc opératoire dans des situations d'insuffisance circulatoire, de bas débit cardiaque en temps d'intervention, il faut remettre en question ce qui n'est pas remettre en question le chirurgien, hein, c'est vraiment remettre en question la qualité de réparation, qui parfois peut être compliquée ou difficile, parce qu'on sait que si, au fait, mais c'est tout l'intérêt de discuter ensemble avec ces réanimateurs, cardiologues, imageurs, chirurgiens, sur s'il y a un défect résiduel, et surtout dans ces situations-là, et prendre la décision justement de reprendre le geste chirurgical pour améliorer la situation. Parce que si on corrige la lésion résiduelle, quitte à aggraver la situation sur le plan myocardique parce qu'on aura rajouté du clampage au clampage, mais au moins, si on met une assistance sans lésion résiduelle, on peut se tirer d'affaire, alors que s'il y a une lésion résiduelle, c'est des petites séries qui sont anciennes. J'en profite juste pour passer ce message-là, ce qui n'est pas vrai dans l'absolu, hein, mais il n'est pas à 100%. En tout cas, dans cette série, ils retiennent 100% de mortalité des assistances post-cardiotomie qui ont été mises sur des patients qui ont été mal réparés. Voilà, le message, c'est ça. Donc, la lésion résiduelle, il faut la traquer, il faut la corriger pour assurer un résultat satisfaisant, un bon pronostic derrière. Quelle cardiopathie? Voilà, je prends l'exemple simplement de l'Alcapa parce qu'il y a une subtilité pour vous illustrer le niveau de réflexion, en tout cas d'adaptation de l'assistance par rapport à la cardiopathie. Quand on est sur une Alcapa, on a une défaillance gauche exclusive. Et quand on va commencer à sevrer, vous voyez, l'assistance, on a une canule qui draine les cavités droites. Et on a également, quand on a une défaillance ventriculaire gauche sévère comme sur une Alcapa, il faut nécessairement mettre une décharge aussi des cavités gauches. On met une canule dans l'oreillette gauche. C'est ce qui permet, parce qu'il y a tout le retour bronchique, donc même si on décharge le cœur avec une assistance droite-gauche, il y a toujours du retour qui vient alimenter l'oreillette gauche et les cavités gauches, qui maintient, et comme le ventricule gauche est défaillant, ça maintient une forme de distension des cavités gauches avec une pression transmurale VG qui va être élevée, ce qui altère la perfusion coronaire du ventricule gauche et ce qui altère sa capacité à récupérer. Donc, il est important de
d'assurer une baisse des pressions intracavitaires qu'on peut mesurer en mettant des cathéters transthoraciques pour mesurer justement les pressions en intracavitaire, un cathéter dans l'oreillette gauche. Et souvent, dans cette situation-là, on peut s'affranchir de la décharge de l'oreillette droite parce qu'on sève, on clampe progressivement la canule de l'oreillette gauche dans l'oreillette droite et l'enlever et simplifier le circuit pour avoir une assistance gauche-gauche simplement. Tous les centres ne font pas ça. Nous, on le fait bien volontiers parce qu'on essaye d'être au plus précis. Parce que moins il y a de raccords dans le circuit, moins il y a de tuyaux, mieux c'est en termes d'activation inflammatoire, mieux c'est en termes de risque thromboembolique, mieux c'est. Voilà. Donc, on peut même s'affranchir de l'oxygénateur si on voulait être puriste, parce que le poumon est censé fonctionner dans ces pathologies-là. Vous voyez, ça c'est un exemple. Vous voyez, c'est un bébé qu'on a opéré d'une Alcapa. On a ici la canule dans l'oreillette gauche que vous voyez là en bas et une canule de réinjection dans l'aorte. Et avec une assistance de 4-5 jours, on arrive à récupérer suffisamment de débit cardiaque natif, qui n'est pas encore complètement normal, mais qui permet au moins de sevrer l'assistance. Et puis, dans un deuxième temps, on va fermer le sternum. La récupération, comme vous le savez, elle intervient qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais là, c'est juste ces diapos-là pour vous dire que l'assistance dans le domaine de la chirurgie cardiaque congénitale, elle est encore différente de l'assistance de la chirurgie cardiaque adulte des cardiopathies acquises, parce que là, on peut adapter l'assistance au type de réparation et au type de cardiopathie, à tel point qu'on arrive même à modifier le type de cannulation. Voilà, donc ça c'est un petit papier qui relevait justement ces stratégies d'assistance gauche-gauche sur des Alcapa, je passe rapidement. Un deuxième exemple sur les transpositions des gros vaisseaux, plus les formes coronaires sont anormales, plus parce que le pronostic justement de la réhabilitation, de la récupération myocardique après un switch artériel avec une anomalie coronaire complexe, avec des trajets intramuraux notamment, ou des choses comme ça, avec on est dans un cercle vicieux finalement, parce qu'on sort avec un VG qui va être un peu défaillant lié au clampage et à la réparation. Si en plus on a une réimplantation coronaire qui peut être enfin, j'allais dire précaire, c'est pas le mot, mais si on a une perfusion à travers cette réimplantation coronaire qui peut être laborieuse, c'est pas péjoratif quand je dis laborieuse, c'est-à-dire quand la réimplantation est difficile parce que la forme coronaire est compliquée, on a un VG qui est défaillant, donc potentiellement distendu, avec un étirement possible de cette coronaire. Et à ce moment-là, on est dans un cercle vicieux. On sort sans assistance, on va avoir une perfusion coronaire qui va être compromise. Plus elle est compromise, plus le ventricule se distend, plus la perfusion est compromise. Et au final, on va droit aux ennuis. Alors que si on décharge justement ce massif gauche par une assistance qui là, des fois l'assistance OD aorte peut suffire parce que rien que ça assure aussi une décharge des cavités cardiaques. Mais parfois, on peut prendre la décision de rajouter une décharge centrale dans l'oreillette gauche pour justement préserver la perfusion myocardique de ce ventricule gauche qui est compromise, et ça permet de passer le cap et de réhabiliter et au fait, à mesure que le cœur va récupérer, le ventricule gauche va permettre d'assurer sa propre perfusion coronaire, et on va pouvoir passer le cap avec cette assistance-là. Donc, l'objectif dans cette assistance, justement, c'est de maintenir des POG basses absolument pour améliorer la perfusion coronaire de ce ventricule et pour permettre sa récupération. Donc, ça illustre encore une fois la nécessité d'adapter la technique d'assistance à la réparation et à la forme anatomique. Le monitorage, là j'en ai fini, je passe rapidement. Donc il est très souvent, voire obligatoirement multiparamétrique. Donc c'est l'échographie, c'est des indices de perfusion systémique avec de la NIRS, des pressions invasives
pour attester de la qualité de décharge et de la qualité de perfusion, et puis un monitorage biologique. Donc voilà, en gros, vous avez sur cette diapo comment on surveille un bébé sous assistance. On a une pression artérielle invasive, des pressions dans l'oreillette gauche, parfois un cathéter dans le tronc de l'artère pulmonaire. Vous voyez, la courbe jaune c'est la PAP, la courbe blanche, c'est la POG. On a une SVO2, saturation systémique et la pression artérielle. Et puis à côté, il y a une surveillance biologique, lactate, calcium, tropo, BNP. Tout ça, on le surveille quotidiennement, voire parfois plusieurs fois par jour. Donc, dans la première partie de la surveillance, on va surveiller la récupération. La récupération, c'est quoi? C'est l'amélioration de la pression pulsée, la baisse de la POG, la baisse des lactates, la baisse de la troponine, la baisse du BNP. Tout ça, ce sont les éléments qui nous permettent de nous dire qu'on est en train de mettre le cœur au repos et qu'il est en train de récupérer. Et la deuxième partie, c'est la remise en charge. La remise en charge du cœur, c'est-à-dire c'est de baisser le débit de l'assistance. Et quand on baisse le débit de l'assistance, forcément, ça remet en charge le cœur et on voit la qualité de récupération, enfin, la qualité de perfusion assurée par la remise en charge du cœur. Et on surveille exactement la même chose. Si en remettant en charge le cœur, on voit que le BNP et la tropo commencent à remonter, c'est qu'il y a encore, on n'est pas encore dans une situation suffisante pour accélérer le sevrage. Si en revanche, cette remise en charge, elle est bien tolérée sur tous ces paramètres-là, en fait, c'est les mêmes paramètres qui nous permettent de surveiller la récupération et qui nous permettent de surveiller la tolérance de la remise en charge. Tout ça en le contextualisant justement avec un support inotrope qui doit être toujours le plus modéré possible. Voilà, avec cette idée-là, il faut la retenir. Voilà, la perfusion, la NIRS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du proche infrarouge qui a une double shape et qui permet d'aller mesurer, en tout cas monitorer la perfusion tissulaire, c'est du sang mêlé. L'interrogation va jusqu'à une profondeur de 15 mm, ce qui nous permet de surveiller la perfusion tissulaire cérébrale. Et quand on la met au somatique, l'avantage chez les bébés, c'est qu'ils ont des parois qui sont encore un peu fines, donc on peut apprécier aussi la perfusion tissulaire d'organes, notamment rénales. Donc on utilise une NIRS multisite où on met des électrodes et sur le cerveau et sur le rein. Ça nous permet d'apprécier en continu, d'une façon non invasive, la qualité de perfusion des organes. Voilà. En conclusion, si je récapitule un peu, vous voyez, la première partie épidémio, vous avez vu, essentiellement, c'est l'apanage beaucoup de la néonate. Les cardiopathies congénitales sont les plus pourvoyeurs des assistances. Les assistances médicales, le contexte est myocardite et cardiomyopathie. La problématique de pénurie de greffons qui pousse justement à développer des stratégies alternatives. On a parlé un peu des cures répétées de l'évo et de cerclage du tronc de l'artère pulmonaire. Les situations à récupération, donc on va privilégier les techniques d'assistance courte durée. Les situations avec peu de chances de récupération, on va aller sur des assistances longue durée. Et puis dans le contexte chirurgical, c'est éviter qu'on y arrive avec des mesures de bonne pratique. Et puis lorsqu'on y est, il faut savoir aussi adapter l'assistance à la cardiopathie. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le chat, si jamais il y a des... C'est là-bas peut-être.